Internet et sa face cachée, les crimes, les vols, les chantages. 26 millions de Français sont victimes de cyberattaques en un an. C'est énorme. Alors, pour éviter d'en faire les frais, eh bien, notre invité ce soir nous livre tous ses secrets. Bonsoir Pierre Benalba. Bonsoir. Vous êtes commandant de police en charge de la première unité de lutte contre la cybercriminalité en province. Vous racontez votre quotidien dans ce livre captivant. Cybercrime, c'est aux éditions Albin Michel. On vous surnomme aussi le sorcier du numérique, paraît-il, et pour cause, puisque vous pouvez faire des prodiges, repérer un maître chanteur caché derrière son ordinateur à des milliers de kilomètres de vous, remonter le labyrinthe de la toile pour arrêter un pédocriminel. D'abord, Pierre Benalba, une question, est-ce qu'on est vraiment tous concernés? Est-ce qu'on est potentiellement tous en danger ou est-ce que ça concerne quand même une partie de la population? On est tous potentiellement concernés parce qu'à partir du moment où on utilise un appareil numérique, il y a un risque de rencontrer ces personnes qui sont sur le net et dont les intentions ne sont pas tout à fait honnêtes. Oui, on n'est pas obligé d'être un geek en permanence branché avec un appareil dernier cri pour finalement être une cible. Je crois que chacun d'entre nous a dû recevoir au moins une fois dans l'année dernière un mailing avec un phishing intégré dedans, c'est-à-dire des demandes. C'est une sorte d'hameçonnage, des mails frauduleux. C'est du hameçonnage, c'est des mails frauduleux. On vous dit, alors vous pouvez avoir reçu un remboursement de la part des impôts, c'est très intéressant. On vous dit, voilà, vous avez 500 € en payé en trop, on va vous rembourser, mais cliquez sur ce lien, vous cliquez et vous avez une page de remboursement qui s'affiche, mais il faut rentrer vos coordonnées bancaires. Le problème des coordonnées bancaires que vous rentrez, en fait, ça va servir à un débit. Donc ça, c'est ce qu'on préconise et ce que je le fais dans le livre, c'est essayer de toujours systématiquement aller sur les sites qui vous envoient les mails. Vous recevez un mail des impôts, vous allez sur le site des impôts, un mail d'EDF, vous allez sur le site d'EDF. Il faut vérifier auprès des organismes qui vous envoient. Une banque, vous allez sur le site de la banque. Et on ne clique pas sur le soi-disant site de la banque qu'on nous envoie dans ce mail-là. Jamais. C'est un principe de base. Parce que la grande difficulté, c'est que ces mails frauduleux, vous le dites vous-même, et ils sont quasiment parfaits, il n'y a même plus de fautes d'orthographe. Il n'y a plus de fautes d'orthographe, ils sont parfaits, ils ressemblent, les logos correspondent, même les noms correspondent. Tout a l'air vraiment très professionnel. Autre cas concret dont vous parlez dans le livre, ce sont tout ce qui est chantage, les chantages en ligne. Vous avez souvent affaire à des maîtres chanteurs. Vous racontez l'histoire d'Emma, une petite fille de 11 ans. Ses parents lui offrent un ordinateur et elle va subir un chantage à cause juste de la caméra qu'il y a sur l'ordinateur. En fait, elle a subi un chantage parce que ses parents lui avaient offert un ordinateur pour la récompenser de son bon travail. Elle avait 11 ans, donc c'est peut-être un peu jeune, mais c'était mérité. Sauf qu'ils sont tombés sur un maître chanteur qui avait une technique particulière. Il était attiré que par les jeunes filles de 9 à 11 ans, vraiment précisément. Donc il mettait des annonces en ligne sur un site de marchand et il disait « Je vends des maillots de petites filles de 9 ans à 11 ans. Si vous voulez la liste, cliquez sur le lien. » Et plein de gens cliquaient sur le lien, donc ils infectaient leur ordinateur sans le savoir. Et c'est comme ça que la petite Emma a eu son ordinateur qui était infecté. Elle a eu un très bon réflexe, c'est parce qu'elle avait confiance dans ses parents, c'est d'aller voir sa mère, de fermer l'ordinateur, d'aller voir sa mère et de lui dire. Et ça, c'est quelque chose, si elle n'avait pas fait, on n'aurait jamais réussi à monter au bout de l'affaire. Comment on évite ce genre de situation? Parce que j'imagine qu'il y a plein de parents, de grands-parents qui nous regardent. Le fait initial, là, ça a été que les parents cliquent sur les liens qui ont été envoyés. S'ils n'avaient pas cliqué sur le lien, il n'y aurait pas eu d'infection possible. Le principe, c'est vraiment toujours, quelle que soit la personne qui vous envoie un lien, on ne clique pas dessus, on vérifie, on est méfiant. C'est vraiment une base sur Internet. Gardez cet esprit de bon sens. Vous parliez aussi de la caméra dans des histoires de chantage, souvent d'ailleurs des chantages plutôt autour d'affaires sexuelles ou d'affaires de mœurs. Vraiment. Et souvent, la caméra de l'ordinateur aussi, il faut penser à l'obstruer. Alors même nous, dans nos services de police, on met des pastilles sur les écrans, sur les caméras qui sont sur nos écrans. Une petite gommette, c'est ça, sur l'objectif ? Ou un post-it, n'importe quoi. Parce que, alors que nous sommes normalement à la pointe de la technologie et de la sécurité, on ne sait pas si quelqu'un n'a pas réussi à prendre la main dedans et à nous filmer en temps réel. Donc on bouge nos caméras systématiquement et on dit à tout le monde de le faire. Vous dites aussi de penser au mot de passe. On découvre dans votre livre que malgré le fait qu'on nous le répète et qu'on nous le rabâche depuis quelques années maintenant, qu'il faut des mots de passe solides, il y a même des grandes entreprises qui ne sont pas très regardants. Absolument pas. Et on en a eu récemment un cas où une très grosse entreprise, le mot de passe initial pour rentrer sur le serveur qui était demandé par le patron, c'était AZERTY. AZERTY, c'est le clavier qu'on utilise en Europe. Les 8 premiers chiffres du clavier. Et c'est tellement simple qu'on a vu dans les logs que le pirate a fait 3 essais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis après, il a fait A, B, C, D, E, F. Et après, il a fait AZERTY. Au troisième coup, il est rentré. Et pour nous, ça paraît
impensable qu'une entreprise qui génère des millions d'euros par mois se contente d'une défense de ce type-là. C'est quoi le mot de passe idéal alors? Le mot de passe idéal, il est long. C'est une phrase, si possible, avec des chiffres, avec des lettres, avec des majuscules et des caractères spéciaux. Il y a une astuce qui est citée dans le livre d'ailleurs, de faire des phrases. Par exemple, vous allez dire « le corbeau et le renard sur son arbre perché » avec des points d'exclamation dessus. Le hacker aura énormément de mal à retrouver ce genre. Oui, alors nous aussi parfois, c'est ça le problème. Voilà. Oui, mais on oublie aussi nos mots de passe. Si c'est une phrase qui parle, c'est plus simple à retenir. Alors plus sérieusement, c'est vrai que derrière ces arnaques, il y a de l'argent en jeu, vous le disiez vous-même, hein, c'est plus de 9 millions de personnes qui ont perdu de l'argent en un an dans les arnaques en ligne. Si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on se retrouve un peu souvent démunis, on se dit que ça ne sert à rien d'aller au commissariat. Alors il y a une obligation, si vous voulez obtenir un remboursement, qui est demandé par beaucoup de banques, de déposer plainte. Donc, faut le faire. Donc, le plus simple, c'est d'aller immédiatement déposer plainte, de signaler, de bloquer sa carte bancaire ou de prévenir la banque. Mais il faut agir immédiatement. C'est vraiment la priorité, c'est la vitesse. Et ça sert à quelque chose de vous appeler? On peut vous appeler? On ne peut pas nous appeler directement, on saisit directement un parquet où on va déposer plainte dans un commissariat et les plaintes après sont triées et vont dans des services adoptés. Mais nous, on n'est pas obligatoirement saisis directement, sauf pour une très grosse affaire. Oui, vous ouvrez votre livre d'ailleurs sur une petite anecdote d'une dame qui vous appelle quand même pour dénoncer son voisin. Oui, alors on en reçoit encore des coups de fil et des gens qui veulent se venger suite à un divorce ou des choses comme ça, mais ça arrive assez fréquemment malheureusement. Pour enquêter justement, quelles sont vos techniques? Alors c'est assez mystérieux pour nous, vous en délivrez quelques-unes, peut-être un peu secrètes dans votre livre. Vous parlez de sniffer les réseaux Wi-Fi, et vous enquêtez sur le terrain, vous n'êtes pas que derrière vos ordinateurs. Ça veut dire quoi, sniffer le réseau Wi-Fi d'un suspect? Ça veut dire aller utiliser un logiciel d'écoute qui va nous permettre de... En fait, c'est comme si vous aviez un scanner de radio, vous allez quelque part, vous allez écouter toutes les radios qui communiquent. Et bien, sur Internet, c'est la même chose. On va sur un point Wi-Fi et on va écouter ce qui passe sur le point Wi-Fi. C'est-à-dire, nous, on va par exemple dans des Wi-Fi libres, on se connecte sur des points Wi-Fi et j'apprends à mes stagiaires à regarder le trafic. Et il suffit simplement de se connecter dans n'importe quel point Wi-Fi et vous allez voir des numéros de carte bancaire passés, des mots de passe passés et c'est extrêmement simple. Mais avec un arsenal particulier tout de même. Avec quelques logiciels, mais qu'on arrive à trouver relativement simplement. Alors justement, en parlant de logiciels et d'arsenal des hackers, vous racontez dans votre livre que c'est souvent assez surprenant ce qu'on peut trouver. On imagine des hackers avec plein d'ordinateurs, des disques durs très imposants. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Quand on tombe sur des hackers qui sont suréquipés, c'est ce qu'on appelle plus des script kiddies, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas très bien l'informatique, qui s'équipent de gros matériel pour compenser leurs faiblesses techniques. Par contre, les vrais hackers n'ont pas besoin de beaucoup de matériel. Un ordinateur, une antenne, et ça suffit. Une dernière question, juste très rapidement. Quand on traque des criminels comme vous en permanence, quand on se rend compte en plus que ça peut être près de chez nous, son voisin, un proche même parfois, est-ce qu'on rentre chez soi, l'esprit tranquille, vous arrivez à décrocher? Alors, décrocher, on n'arrive jamais à décrocher totalement et on est toujours hyper méfiant. C'est-à-dire, je considère tout le monde avec un œil un peu critique, donc je me méfie. Hyper vigilance. Toujours. En tout cas, pour tous les conseillers, pour tous ceux qui veulent justement se prémunir de toutes ces cyberattaques, on peut lire votre livre, Pierre Benalba, Cybercrime. C'est aux éditions Albin Michel. Un flic 2.0 raconte. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous et moi je vous dis à lundi.